Adopté par 247 voix pour, le budget de la sécurité sociale a notamment bénéficié du vote favorable de certains députés LR, alors que Laurent Wauquiez, le président du groupe, avait appelé à une abstention. Un budget qui déplaît fortement au président du parti Les Républicains. C'est un budget socialiste. C'est un budget qui permettra sans doute au gouvernement Emmanuel Macron de durer un peu plus. Et c'est un budget qui emmène la France dans le mur. Et je le regrette profondément. Parmi les réactions de ceux qui ont permis au texte d'être adopté, aucun groupe n'applaudit ce budget. Trop à gauche pour les uns, trop rigoriste pour les autres. Mais le sens du compromis est salué. Est-ce que c'est le budget que j'aurais souhaité voir adopté ? La réponse est non. Évidemment, j'aurais souhaité un budget dans lequel il y a plus d'économies, plus de valorisation des Français qui travaillent. Est-ce que pour autant ça justifie de tout envoyer balader en considérant que ça serait mieux que le pays n'ait pas de budget? Je ne crois pas. Côté France Insoumise, on déplore la trahison d'une partie des partenaires de l'ex-NFP. Il confirme le changement d'alliance du Parti socialiste qui décide donc de rejoindre le camp des soutiens au gouvernement. Et je rappelle qu'en démocratie, lorsqu'on vote un budget, on est donc dans la majorité et dans le soutien au gouvernement. Les socialistes répondent en invoquant le sens de la responsabilité. Nous n'avons pas fait un choix qui était un choix partisan, un choix qui revenait à nous servir, mais à servir les Françaises et les Français. D'ici la fin de l'année, le Premier ministre devra trouver le même chemin de compromis pour faire passer le texte budgétaire général. Et on va analyser ce vote avec vous. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour. Merci d'être là et bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci également d'être avec nous. 13 voix d'écart. On annonçait un vote très serré. Des ministres tablaient même sur 2-3 voix. Est-ce que Sébastien Lecornu a réussi son pari hier, Elisabeth? Oui, incontestablement. Il y en a deux qui ont réussi leur pari, qui sont les gagnants ce matin. C'est Olivier Faure et effectivement le Premier ministre, qui sont les artisans de ce compromis. Ils y ont travaillé. Olivier Faure a fait voter pour, ce qui est quand même considérable dans la logique politique parlementaire. On rappelle que quand on vote pour un budget, ça veut dire qu'on soutient un gouvernement. Il a fait voter pour ce budget et Sébastien Lecornu a petit à petit, jour après jour, vraiment, alors pour le coup je parlais d'artisan, c'est de l'artisanat, il a tissé, il a cousu ce compromis, on peut en parler, on peut le qualifier, mais il est là. C'est la victoire de sa méthode. Et c'est aussi une certaine... oui, et surtout si on dézoome, c'est la victoire de la stabilité. Parce qu'il eût été rejeté, si on dézoome, eh bien, nos voisins auraient dit ce matin, la France n'a pas été capable de se doter d'un budget de la sécurité sociale. Et c'est tout ce qu'on aurait retenu, une nouvelle crise politique. Ce matin, alors c'est une étape, on va en parler, c'est vraiment que la première étape. Mais elle eût été perdue par Sébastien Lecornu. Effectivement, ça aurait été un échec personnel pour lui et pour Olivier Faure. Donc, à contrario, ce sont les deux gagnants. Et on va revenir sur les gagnants politiques. Vous l'avez dit, Sébastien Lecornu, Olivier Faure. Mais Benjamin, vous qui vous intéressez beaucoup au Parlement, est-ce que c'est aussi la victoire du Parlement, de la démocratie parlementaire? Hier soir, Olivier Faure disait « Ce soir, le Parlement a montré qu'il servait à quelque chose ». Alors, le Parlement sert à quelque chose, ça c'est évident, et heureusement qu'il est là. Néanmoins, la démocratie parlementaire, le parlementarisme, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est-à-dire que d'habitude, vous avez des groupes politiques, ils forment des coalitions stables, ils imposent une discipline à leurs députés, et ensuite on se met d'accord au sein de la coalition et on vote au moins le budget. C'est comme ça que ça fonctionne dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, bref, à peu près partout en Europe, dans des démocraties parlementaires. Là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qui se passait sous la 4e République. Vous avez des groupes politiques extrêmement divers qui font des compromis temporaires, ponctuels, et vous avez des groupes politiques, on y reviendra sans doute, très indisciplinés. On dit souvent, la 4e République, c'est la République des partis. C'est pas vrai, en fait. Les partis sont très faibles sous la 4e. Le groupe, y compris le groupe SFIO à l'époque, se divise tout le temps. Vous avez aucune culture de groupe qui fait que ça tient. Et là, c'est un peu ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que quand vous regardez les écolos, quand vous regardez LR, etc., ces groupes politiques ont été explosés quant à leur vote. Ça fait que vous pouvez gagner des batailles, vous pouvez gagner des étapes, on va y revenir, vous pouvez sauter quelques haies, mais in fine, est-ce que vous parviendrez à sauter la haie suivante? C'est tout sauf évident. Donc c'est une méthode qui a porté ses fruits là.
mais qui ne peut pas être structurellement celle que l'on adopte. Et en majorité, Benjamin, les groupes étaient divisés. C'est-à-dire il y a 3 groupes dans les opposants qui ont été extrêmement unis, c'est le RN, UDR d'Éric Ciotti, LFI, et dans ceux qui ont voté pour, Renaissance et le MoDem. Sinon, tous les autres avaient des votes éclatés. Exactement. Je reviens à ma 4e réplique, c'est le seul groupe discipliné qui marchait sous la 4e, c'était le groupe communiste. Mais il était toujours dans l'opposition. Et là, les groupes les plus disciplinés, c'est le RN et la FI, c'est toujours eux qui sont dans l'opposition, donc évidemment, ça crée une instabilité. Le Renaissance est un groupe qui a été très discipliné. Là, ils ont été très disciplinés. L'unanimité. Et le MoDem aussi, pareil. Et le MoDem, absolument, Oriane. Donc, non, les 2 extrêmes dans l'opposition, ils ont été unanimes et puis ils ont une structure militaire beaucoup plus forte que les autres. Mais le fait que Gabriel Attal ait réussi à convaincre tous ses députés, ça n'est pas rien. Et le MoDem aussi, parce qu'ils font un peu la grimace. On a des groupes charnières qui, eux, sont très divisés et créent la marge d'instabilité et d'imprévisibilité pour la suite. Je voudrais rappeler que j'en faisais partie. La plupart des observateurs ne pariaient pas un copec sur l'issue de ce vote. Et on a été nombreux à dire il n'y a pas de majorité, il n'y aura pas... Alors, encore une fois, la partie n'est pas terminée. Il y a un vote ultime du PLFSS dans une semaine après le passage au Sénat, qui va évidemment dépouiller le texte. Il y aura le PLF. Qui devrait, ne pas l'examiner, Elisabeth, le Sénat. Va être rejeté. Voilà, qui va le renvoyer à l'Assemblée, a priori. D'où la précision. Merci, Oriane. Et on verra, parce qu'évidemment, LFI et le RN vont, pendant une semaine, s'échiner à faire en sorte que ce vote d'hier ne soit pas reproduit dans une semaine. Bon, la logique voudrait que, mais on ne sait jamais. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas gagné. Mais, encore une fois, ce vote existe et il a déjoué tous les pronostics de tous ceux qui disaient, et encore une fois, j'en étais, qui étaient très pessimistes. Donc, c'est pas rien. Après, est-ce qu'on saura un jour s'il aurait mieux valu pas de vote pour ne pas suspendre la réforme des retraites, par exemple, ou parier sur la stabilité? En fait, on ne le saura jamais. Mais le fait est que c'est la stabilité qui a gagné, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et vous le rappeliez, Elisabeth, on est quand même face à des socialistes qui ont voté pour, des écologistes qui se sont abstenus, avec Horizon, les LR dans leur grande majorité. On n'aurait pas imaginé ça il y a encore une semaine. Enfin, ils ont obtenu quand même pas mal de choses. La suspension de la réforme... Déjà, pas de 49.3, la suspension de la réforme des retraites. Il n'y a pas de gel des pensions de retraite. Il y a une rallonge pour l'hôpital. Il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'ils vont pouvoir aller dire « c'est grâce à nous ». Et on voit bien la bataille de LFI qui commence sur Twitter à dire « oui, mais c'est faux, si on ne l'avait pas voté, on aurait 4 milliards ». Enfin, il va y avoir des batailles de chiffres. Les Français ne vont rien comprendre, mais chacun va vendre. Moi, je pense qu'effectivement, on le rappelle, sans budget de la Sécu, on aurait eu un texte, donc le même budget de 2025 qui se serait reproduit en 2026, je parle sous le contrôle, jusqu'à ce que les députés, comme l'année dernière, reprennent complètement la loi et rediscutent. On avait des marges de manœuvre par décret, en réalité. Alors, par décret, mais bon, ça dépend du gouvernement, à partir de ce moment-là. Mais là, ce sont les parlementaires qui peuvent aller dire aux Français, voilà ce qu'on a obtenu, nous. Et donc, ça n'est pas rien, effectivement. Ce qui a été fait par Sébastien Lecornu, il a quand même pas mal donné. D'où l'accusation, c'est un PLFSS socialiste. Non, c'est un PLFSS qui a été voté. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Socialiste, pas socialiste, il a été adopté. C'était pas gagné, n'est-ce pas, Benjamin Morel? Non, c'était pas gagné. Et on avait en effet un budget qui apparaissait comme ayant une réalité arithmétique contre lui. Donc là, on a en effet, mais je vous rejoins complètement, 2 acteurs qui ont très bien joué, qui sont d'un côté Sébastien Lecornu, qui a su faire les concessions qu'il fallait tout en maintenant. Enfin, hier, il recevait encore les ultramarins, si vous voulez, pour tenter de diviser ce qui pouvait exister au sein à la fois du groupe Lyot et au sein du groupe communiste et qui pouvait potentiellement apporter quelque peu la pointe. Donc les 13 voix, il a fallu aller les chercher chacune avec les dents. De même pour Olivier Faure. C'est une victoire d'Olivier Faure aussi. Pas seulement parce qu'il vote pour, mais également parce que les écolos et les communistes, les écolos se sont majoritairement abstenus et les communistes se sont en partie divisés. Donc ça veut dire que le PS n'est pas isolé à gauche. Et c'était ça le vrai risque. C'est-à-dire que si les socialistes votaient pour, le risque c'était in fine que vous ayez des insoumis qui fassent l'unité de la gauche derrière eux à l'avant-veille des municipales. Ça aurait été dramatique. Donc là, il y a un jeu qui en effet était assez porteur. Ensuite, je vous rejoins, c'est le début de la course de haie. C'est-à-dire que le texte revient
à l'Assemblée la semaine prochaine. Il faudra qu'il y ait également un vote. On peut considérer que c'est quand même assez probable parce qu'il y a un jeu. Il y a eu des abstentions, mais relativement peu d'abstentions par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. C'est-à-dire que ça s'est vraiment joué pour, contre. Donc les variations de vote, elles peuvent être plus limitées. Et ensuite, il y a le PLF. Et le PLF, lui, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Et là, il faudra voir si on arrive à passer 149 à 3. À ce stade, c'est pas gagné. Et on va en parler, mais on va revenir sur les divisions qu'il y a eu au sein des groupes. Alors, vous parlez d'Olivier Faure, qui a fait voter pour les députés socialistes. Ça a évidemment pas plu du tout à la France Insoumise. On va écouter ce matin Manuel Bompard, il était sur France Inter. L'année prochaine, il n'y aura pas 400 000 personnes qui vont partir plus tôt à la retraite. Il y a une mesure qui a été prise, qui a un décalage d'1 an de la montée en puissance vers l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Moi, je suis contre la retraite à 64 ans, donc je souhaite son abrogation. Et il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui sont favorables à l'abrogation. Alors, laissez voter l'Assemblée nationale et la retraite sera abrogée. Pas besoin de combinaison pour laisser passer ce budget et sauver la Macronie. Voilà, combinaison pour sauver la Macronie, c'est ce que dit la France Insoumise, Elisabeth. Alors la suspension de la réforme des retraites, Olivier Faure dit, maintenant qu'elle est suspendue, cette réforme, elle va être retravaillée, il y a une conférence sociale, il y a la campagne présidentielle, donc elle ne reviendra pas. La logique, si c'est pas tranché, par exemple, si ce débat sur l'avenir du système de retraite n'est pas tranché à la présidentielle, si la conférence sociale n'aboutissait pas, en 2028, elle repart comme l'an 40. Donc, c'est pas complètement faux ce que dit Manuel Bompard sur le futur possible de cette suspension de la réforme des retraites. Mais bon, LFI, il est quand même perdant. LFI, effectivement, la discipline de groupe a joué, on n'en doutait pas une seule seconde, mais comme le disait très bien Benjamin Morel, ils n'ont pas réussi à entraîner leurs alliés écolos. Au départ, on n'aurait pas parié sur le fait que les écologistes s'abstiennent. C'était la condition sine qua non pour que le texte passe. Effectivement, que les socialistes, ça ne suffisait pas, il fallait l'abstention. C'est pas rien. C'est pas rien, hein, l'abstention des écologistes, mais ils ont eu l'augmentation de l'ONDAM, effectivement, qui est la trajectoire de dépenses de la sécurité sociale, des dépenses de santé, pardon, et ils ont obtenu ça. Encore une chose que Sébastien Lecornu a lâché, on dira, mais ça permet le vote. Et donc LFI et l'opposant, RN et LFI sont les deux opposants. Voilà, ils sont campés, ils veulent se retrouver face à face, donc ça, c'est clair. Mais vous dites qu'ils sont perdants, ou au contraire, ils apparaissent comme l'opposition à gauche? Non, je pense qu'ils sont perdants, parce que, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il est obsédé par une chose depuis des années, c'est sa victoire, c'est l'hégémonie de son parti sur les socialistes. C'est cela, il veut faire rendre gorge au PS, son ancien parti. Et là, son PS s'affranchit. Et donc, c'est une part d'échec pour lui. Oui, je suis d'accord sur la FI, c'est moins évident pour le RN. Le RN peut réactiver la rhétorique de « regardez, c'est l'UMPS, bonnet blanc, blanc bonnet, regardez ». Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait hier. Regardez cette droite qui donne des leçons de morale sur la question de l'équilibre budgétaire toute la journée et qui, sur la suspension de la réforme des retraites, finalement, n'est pas claire, alors qu'eux-mêmes ne le sont pas, mais qu'importe. Et donc, pour le RN, c'est pas forcément une mauvaise opération. En revanche, pour les Insoumis ne visent pas tant à gagner des villes au municipal. Ils visent à en faire perdre aux socialistes. Et donc, à partir de là, pour en faire perdre aux socialistes, il faut isoler les socialistes pour que vous ayez des unions de la gauche autour de la FI qui taillent des croupières aux maires socialistes. C'est pas fini, parce qu'à Paris, c'est loin d'être évident. Ça posera problème, évidemment, à Emmanuel Grégoire. Ça posera des problèmes à d'autres socialistes ailleurs. Néanmoins, pour eux, c'est une défaite tactique, hier. Pas tant, encore une fois, parce que le PLFSS est passé, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à isoler les socialistes. Après, si on regarde qui a gagné, qui a perdu, il y a un autre grand perdant hier, pour moi, c'est LR. C'est-à-dire que le groupe politique là-dessus est à la fois très divisé. Vous avez un Laurent Wauquiez qui joue contre Bruno Retailleau. Vous avez une ligne qui n'est pas du tout lisible. Il y a un deuxième grand perdant, c'est Édouard Philippe, qui, sur cette séquence, a expliqué que déjà, il fallait s'abstenir. Donc la position est complètement illisible de son côté, et de l'autre côté, qui a été dédit, contredit par une partie de son groupe. Ce qui montre qu'il n'a pas vraiment d'autorité, ça s'apparaît comme tel, sur son groupe. Et donc là, il y a une double défaite. Défaite sur la ligne et défaite dans la discipline de l'armée. Donc voilà, on a deux vainqueurs, deux perdants qui sont, à mon avis, assez évidents. Et de l'autre côté, vous avez un RN qui tire les profits de sa position d'opposition. Et justement, le RN qui attaque ce matin le vote des Républicains par la voix de Jean-Philippe Tanguy.
Je dis bravo à Laurent Wauquiez qui, sur votre antenne, avait dit qu'il refuserait toute hausse d'impôts et qui, hier, avec 18 députés LR, a accepté 2,5 milliards d'euros pour un déficit jamais atteint hors période de crise économique de 24 milliards d'euros. Il a considéré que c'était une concession, un compromis. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, il ne faut pas s'engager devant ceux qui nous regardent ce matin à ne faire le contraire. Voilà. Ça, c'est Laurent Wauquiez, c'est toute une vie de trahison, d'opportunisme et de parasitisme politique. Voilà, c'est ça dans la matinale de TF1, il est habillé pour l'hiver, du coup Laurent Wauquiez. Non mais le RN, depuis hier soir, sa cible, c'est le Rassemblement, c'est les Républicains. Bah oui, parce qu'ils offrent une occasion de dénoncer effectivement le macronisme de LR. C'est du caviar pour eux, d'une certaine façon. Alors, d'abord, le Rassemblement national, il a flotté. Et puis, à un moment, voilà, on s'oppose. On s'oppose à la suspension de la réforme des retraites, pourtant ils ne voulaient pas de cette réforme. On s'oppose au dégel des pensions. Donc c'est facile de dire aussi que le RN joue en partie contre les Français. Ils sont assez illisibles sur le fond, mais ils campent sur cette position d'opposant. Alors LR, en termes d'illisibilité, c'est quand même Bruno Retailleau. Ce matin, il se lève, il a 18 députés qui ont voté pour. C'est quand même particulier. On rappelle qu'un certain nombre de députés LR avaient voté contre la réforme des retraites Borne. Donc quand ils votent, François Bayrou. Quand ils votent pour la suspension, ils sont cohérents. Mais c'était pas du tout le mot d'ordre de Bruno Retailleau. Donc il a perdu la main sur son parti ? Sur le groupe. Oui. Sur le groupe. Et on se voit bien qu'il y a la citadelle Wauquiez et puis il y a le parti Bruno Retailleau. Alors là, mon Dieu, c'est le ouaille, comme on dit vulgairement. C'est le bazar chez LR. Il y a une partie qui a joué la stabilité, de bonne foi ou pas, parce qu'on ne sait jamais avec Laurent Wauquiez s'il est de bonne foi ou pas, ou si simplement il joue contre Bruno Retailleau. Donc je pense que c'est les deux. Voilà. Mais donc on a la stabilité d'un côté à l'Assemblée, et puis on a l'opposition dans laquelle est revenu Bruno Retailleau, après avoir quitté, on le rappelle, avec fracas. Compliqué l'atterrissage de Bruno Retailleau politiquement quand même, parce qu'il a beaucoup perdu dans les sondages. Là, il perd en termes de discipline de groupe et d'autorité sur l'ensemble du parti, si on compte les parlementaires. Donc, c'est pas simple pour lui en ce moment. Quant à Édouard Philippe, juste par esprit de contradiction, mais pas seulement, je dirais que ce mélange d'abstention et de pour, chez Édouard Philippe, ça lui permet de ménager la chèvre et le chou. Si le texte avait été rejeté, il aurait pu dire voilà, moi, j'ai pas joué contre l'instabilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il joue un peu là, sur les deux tableaux. Il peut dire, c'est aussi grâce à moi que le texte est passé. Et maintenant que c'est pris, il peut dire c'est pour moi. Donc je ne suis pas sûre, moi. Je pense que pour la stratégie d'Édouard Philippe, il faut attendre un peu. Ouais, je pense que la construction quand même de l'image d'Édouard Philippe, elle est relativement mauvaise jusqu'à la crise Covid. La crise Covid, qu'est-ce qui le porte ? C'est que c'est l'homme de la stabilité. Et là, en l'occurrence, il est apparu comme étant à la fois l'homme de l'instabilité, parce qu'il ne jouait pas clairement ce jeu de la stabilité. Il était celui qui apparaissait comme étant la charnière qui ne fonctionnait pas. Et de l'autre côté, vous avez un Édouard Philippe qui veut être demain le chef, celui qui est président de la République. Un président de la République qui n'est même pas obéi par son groupe politique. C'est un président de la République qui ne gouverne pas, qui ne représente pas le pouvoir. Je pense que là, en la matière, la division. L'homme des convictions. Oui, je pense que c'est sa stratégie, on verra à la fin de la foire. C'est pas... Oui, mais il n'a pas un électorat qui va le servir pour ça. L'électorat aujourd'hui centriste, c'est un électorat qui veut d'abord et avant tout la stabilité politique. Il est allergique aujourd'hui à l'instabilité. Si vous commencez à être celui qui, au nom du fait qu'il y a un impôt qui n'existe pas, fait tomber le budget, vous allez à l'encontre de la volonté de ceux... Il n'a pas fait tomber le budget. Oui, mais il a donné la possibilité de les Français vont voir les grandes masses. C'est pas lui. Je pense. Mais les Français vont entendre tout bêtement que Édouard Philippe n'est pas celui qui a fait passer le budget. Ils vont entendre que Édouard Philippe n'est pas celui... Il ne l'a pas fait tomber. Il l'a pas fait tomber, mais il n'est pas celui qui a incarné la stabilité. La stabilité, c'est fait sans lui. Il a joué la stabilité. Dans ce cadre-là... On va croire que je suis un porte-parole de Édouard Philippe. Non. Mais c'est parce que je pense que c'est quand même intéressant à suivre. Il n'a pas joué contre, il n'a pas joué pour, et il a été conforme
à ses convictions. Oui, c'est un peu le pari qu'il fait. À la fin, peut-être qu'on le créditera de cela. Je crains malheureusement vous dites que... non. Non, regardez à la fois sa position contre Emmanuel Macron sur la démission, vous rajoutez ça, dans un électorat centriste, notamment de centre-droit, plutôt âgé, plutôt CSP+, qui a peur de l'absence d'un budget pour des raisons économiques, eh bien, une telle position est illisible et apparaît comme étant plutôt facteur de chaos. On va terminer parce que c'est pas fini pour Sébastien Lecornu. Il a franchi une première haie hier, mais maintenant il y a le budget de l'État qui est examiné en ce moment au Sénat. On va voir ce qu'en dit la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjean. Les derniers jours ont montré que le compromis était possible. Encore une fois, qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Olivier Faure s'accordait sur un texte avec les macronistes, avec le groupe de Laurent Wauquiez. Ça veut dire qu'il va y avoir pour vous un compromis, c'est sûr. C'était inattendu. Et donc moi, je pense qu'on doit encore pouvoir trouver un chemin. Je le disais tout à l'heure, il y a une étape très importante qui aura lieu la semaine prochaine, où sur le budget de l'État, des députés et des sénateurs vont se retrouver. Capacité à faire un compromis ne dépendra pas que de l'Assemblée nationale, comme ça a été le cas hier. Ça dépendra de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est possible le compromis sur le budget de l'État, Elisabeth, ou ça va être beaucoup plus compliqué que sur le budget de la Sécurité sociale ? Ça va être plus compliqué. On est reparti pour un feuilleton, avec des discussions. Non, sur le papier, c'est évidemment plus compliqué, mais sans budget de la Sécu, il n'y aurait pas eu cette espèce d'élan qui fait dire que le compromis, malgré tout, aussi regrettable soit-il, pour la façon dont la France gère ses finances publiques, eh bien, s'il n'y avait pas eu le PLFSS, il n'y aurait pas eu cet élan. Est-ce que ça permet de dire que le budget de l'État permettra aussi un compromis ? Bon, c'est pas évident, mais on verra. Bon, je pense qu'on est reparti pour un feuilleton. Et je crois que là-dessus, tout le monde est relativement pessimiste sur le fait qu'il extrait une majorité positive, comme on l'a connu sur ce texte. Pour une raison simple, d'abord, il n'y a pas de sucré. C'est-à-dire que là, il y avait des éléments qui pouvaient conduire objectivement une partie de la gauche à dire on vote pour, on s'abstient. Parce qu'il y avait la suspension de la réforme des retraites, etc. Ça n'existe pas dans le PLF. Dans le PLF, il n'y a que le pain noir, il n'y a que la mer. Et donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire ? De l'autre côté, c'est quand même pas la même chose que de voter un projet de loi de financement et voter un projet de loi de finances. Là, on parle du vrai budget. Au fond, on pourra en reparler, mais le PLFSS, on n'en a pas vraiment besoin. On n'en avait pas avant 1996. On peut vivre sans PLFSS. Sans PLF, c'est plus lourd, c'est plus compliqué. De l'autre côté, je termine rapidement, mais vous avez aujourd'hui une absence de majorité positive qui implique que si on ne passe pas par loi de 49 alinéa 3, on n'y arrivera probablement pas. La question, c'est quand est-ce qu'on déclenche ça ? Soit on le déclenche là, à suivre. Soit on le déclenche au mois de février. Allez, on va terminer par l'histoire du jour. Alors, c'est pas une histoire, c'est un quiz. Parce qu'hier soir était remis le prix de l'humour politique. Vous savez, c'est les petites phrases prononcées par nos politiques les plus drôles, les plus piquantes. Je vais vous en citer quelques-unes, vous allez me dire. Bruno Retailleau a expulsé plus de gens des LR que de migrants clandestins. Bardella. Bravo, un point pour Elisabeth. Il a gagné un prix ? Non, c'est pas lui, attendez. Attal disait lui-même qu'il ne comprenait pas les décisions du président de la République. Je suis peut-être d'accord avec lui. Sur une décision, je n'ai pas compris pourquoi il avait nommé Premier ministre. Dati. 2 points pour Elisabeth. La dernière, le gagnant. Il y a 2 phrases. Pauvre extrême gauche dont le bilan se résume à un siècle à bouffer du curé pour finir par lécher les bottes des mollahs. Et autre phrase, le budget s'annonce encore plus difficile à monter qu'un meuble Ikea. Vive le Sénat. Claude Maluret. 3-0, vous êtes fait de la vie, Benjamin. 3-0 pour Elisabeth. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis. À demain.